Vous avez certainement vu ce bâtiment qui a failli s'écrouler dans la ville de Kinshasa récemment. Alors, comme moi, vous avez sûrement dû penser aux architectes, aux ingénieurs, à tous les professionnels finalement du monde de la construction. En gros, à tous ceux qui s'occupent de nos têtes et de nos toits. Bonjour Corinne. Salut, ça va? Ça va et toi? Ça va super. Écoute, merci de m'avoir invité. Bah, je t'ai gardé ceci. Tiens. Merci. Écoutez, je suis architecte, moi aussi. Bon, dans la vraie vie, je suis architecte quand même. Alors, attends, je vais essayer de mettre ça. Merci beaucoup, c'est voilà. très gentil. C'était pas trop gros, hein, ça va? Non, ça va super bien. J'ai fait des efforts, mais par contre, les talons, je trouvais. Talons sur chantier, les gars, écoutez. Oui. Si vous voulez me juger, jugez-moi. C'est pas grave, d'accord? Alors, Jonathan, est-ce que tu peux nous faire une petite présentation de toi? Qu'est-ce que tu fais? Pas qu'est-ce qu'on fait là, parce que là, on rentre dans le vif du sujet, mais qu'est-ce que tu fais dans la vie? Qui es-tu? Voilà. Alors, je m'appelle Jonathan Guiti. Je suis maître de cérémonie. Bon, qu'est-ce qu'un maître de cérémonie sur chantier? En fait, je suis maître de cérémonie, je suis choriste, je suis créateur de contenu, mais le plus important dans le cas présent, je suis architecte. Ok, monsieur l'architecte, explique-nous un peu qu'est-ce que c'est que l'architecture, voilà. Bah écoutez, un architecte, c'est un peu la personne qui est là pour réaliser vos rêves. Merci, ça va. Je crois qu'on a la définition d'un architecte en fait. Bah oui, justement. Est-ce qu'on peut en savoir un peu plus quand même? Bah, vous savez, tout le monde a toujours sa maison de rêve. Je crois que quand moi j'ai commencé à faire l'architecture, il y avait tout le monde dans mon entourage qui me disait, Jonathan, tu vas construire ma maison des rêves, tu vas construire la maison de mes rêves, tu vas construire ma villa et tout ça. Et bah mon travail, c'est de faire de votre rêve une réalité. Ça veut dire de comprendre ce que vous avez en tête, de rajouter mon expérience, ma connaissance dans le domaine et d'en faire un mariage harmonieux pour que ce que vous voulez et ce qui doit être fait soit mis ensemble et donne votre naissance à votre projet d'architecture. Incroyable. Est-ce que ça vous donne pas envie de faire l'architecture quand même là? Parce que c'est un métier incroyable là, tu nous as fait rêver. Oui. Moi j'ai rêvé direct. Je voudrais quand même qu'on parle d'un sujet d'actualité, enfin c'est plus forcément d'actualité puisque ça s'est passé il y a quand même un bon moment, mais c'était un sujet assez important je trouve d'en parler. Ce bâtiment qui a failli s'écrouler dans la ville de Kinshasa, voilà. Alors Jonathan, est-ce que tu peux nous décrire un peu ce qui s'est passé avec ce bâtiment finalement qui a failli s'écrouler, enfin en tant qu'architecte, de ton point de vue, est-ce que tu peux nous expliquer à peu près ce qui s'est passé et qui a causé un peu cette catastrophe, on va dire? Alors, je vais être prudent parce que je n'ai pas participé aux enquêtes, mais seulement je ne peux que décrire des hypothèses de ce qui a pu se passer et emmener l'effondrement de ce bâtiment. Alors, la première chose, c'est que peut-être que les calculs de structure n'ont pas été réalisés correctement. Ça veut dire que tout ce qui est armature béton et autres colonnes n'avaient pas peut-être la bonne section ou la bonne dimension. Ou encore, c'est ceux qui exécutaient le projet qui n'ont peut-être pas suivi à la lettre les prescriptions des notes de calcul de l'ingénieur. Ou encore, c'est parce que le voisin d'à côté, lorsqu'il faisait ses fondations, il a pu occasionner des retraits de terre, donc déstabiliser le bâtiment voisin parce que lui, il avait une fondation beaucoup plus profonde. Ça, c'est une hypothèse congolaise ou une hypothèse bah, on va dire que c'est une hypothèse scientifique. Ok, super. Il y avait vraiment un voisin qui construisait à côté? Oui, il y avait un voisin qui construisait à côté, qui avait des semelles beaucoup plus profondes. Mais voilà, ça ne reste qu'une hypothèse. Hein. Exactement. Premières indications, au fait, d'un problème potentiel avec ce genre de structure? Bah, les fissures. Les fissures, ça ne ment pas, généralement. Parce que un immeuble ne se détruit pas en une fois. Il y a toujours quand même des éléments indicateurs. Donc voilà. On peut observer sur un mur, par exemple, lorsqu'il y a, excusez-moi le terme, il est technique, il y a tassement. Ça veut dire qu'il y a, par exemple, d'un côté la terre qui s'enfonce et de l'autre où ça reste en place. Bah, le bâtiment, il penche un peu d'un côté. Mais puisque ce mur est droit et que ça commence à se compresser, donc ça crée généralement des fissures. Et quand finalement il arrive ce genre de fissure, c'est possible d'y remédier avant que ça n'arrive à vouloir s'effondrer? Bah oui, exactement. C'est vrai que c'est principalement du domaine de l'ingénieur, mais je vais essayer d'y répondre quand même. C'est que lorsqu'on a diagnostiqué un tel problème, ce que l'on fait, c'est
On vient renforcer la structure en rajoutant des colonnes, en rajoutant des éléments de structure, de manière à pouvoir porter l'excédent de poids que la structure en place n'arrive pas à gérer. Ok, super. Alors, est-ce que toi, finalement, tu as déjà été confronté à ce genre de problème où il y a Dieu eu merci, ce genre non. de catastrophe, hein, où il y a le bâtiment qui a failli s'écrouler, hein? Dieu merci, non, je n'ai jamais rencontré ça et j'espère ne jamais rencontrer ce genre de situation. Mais tu as rencontré des bâtiments, enfin des problèmes de bâtiments dans le sens où vous avez parlé par exemple des fissures, tu vois? Ouais, bon, enfin, c'était plus des cas d'école, hein, la plupart du temps, où c'est un exemple qu'on vous a donné et tout ça. Mais personnellement, non, et j'espère que, voilà, jusqu'à ce que je vais prendre ma retraite, je ne ferai pas face à ce genre de problème. On va aussi parler un peu de canicule, de l'extrême chaleur qu'il y a dans la ville de Kinshasa récemment. Écoute, il fait extrêmement chaud. On est là, on est en train de transpirer, papier mouchoir à côté. On comprend qu'il fait très très chaud. Alors, on a un petit jeu sur la chaîne. On l'appelle 3 questions pour un champion. Enfin, ça existe déjà, je crois. Ah ouais. Mais il y avait un truc comme ça sur TF1 et tout. Question pour, pour un champion. Question pour un champion. Moi, on a mis 3 questions pour un champion ou pour une championne, d'accord? Alors, tu vas devoir répondre un peu plus rapidement, brièvement et rapidement. C'est vraiment que c'est vite fait, bien fait. Alors, en ce qui concerne la conception des bâtiments, comment les bâtiments sont-ils ou peuvent-ils être conçus finalement pour minimiser l'impact de la chaleur? Alors, j'ai envie de dire 2 mots. Ventilation transversale. Qu'est-ce que c'est? C'est avoir des ouvertures, des fenêtres de part et d'autre de la maison, de manière à pouvoir permettre l'air de circuler. Donc, créer un courant d'air dans la maison. Il faut une entrée et une sortie. J'ai un peu compris. Chez moi, s'il n'y a pas de fenêtre là et là, je me dis c'est mal construit. Vous avez capté? S'il n'y a pas de fenêtre là et là, c'est ça le truc. L'air, il circule. On va dire le bâtiment, il est comme ça. Ça, c'est moi le bâtiment. Et puis, s'il n'y a pas une fenêtre là et là, ça ne circule pas. Tic-tac, tic-tac. En ce qui concerne les matériaux de construction, quels sont les matériaux, selon toi, les plus adaptés pour résister à la chaleur? Alors, dans un milieu tropical comme le nôtre, où on est à Kinshasa, c'est très humide et tout ça, et il fait super chaud, il faut favoriser des matériaux capables de réfléchir la chaleur, donc de ne pas se l'approprier, l'absorber et tout ça, mais plutôt la renvoyer. Ou favoriser des matériaux naturels, tels que la brique, même s'il y a un débat là-dessus. Ah ouais? Ou encore les parois. En fait, ça peut se jouer aussi dans l'épaisseur des parois, hein, des murs. Ou sur les façades nord et sud. Ça veut dire là où on n'a pas de soleil, on a les plus grandes ouvertures, les plus grandes fenêtres, de manière à ce que l'air puisse entrer facilement. Et d'ailleurs, la course du vent, le vent dominant ici, même si on ne le définit pas, il est nord-sud. Et sur les parois est et ouest, ça veut dire là où on a la course du soleil, le soleil qui se lève à l'est et se couche à l'ouest, bah, avoir des plus grands murs, en fait des murs beaucoup plus épais. Certains utilisent des murs de moellon, d'autres des voiles de béton, d'autres mettent des revêtements de façade, ça veut dire on peut plaquer contre la façade des éléments qui vont réfléchir la chaleur et ne pas l'absorber. Alors on va essayer de voir ça un peu, tu nous montres, puisqu'on est sur chantier. Ah, oui, on essaie de voir ça. Ok. Ouais, voilà. Donc je vais peut-être essayer de t'expliquer de manière plus pratique. On va dire. Ici, par exemple, comme c'est les façades nord et sud et qu'on n'est pas exposé au soleil, on aura un mur de 20 cm, des blocs creux, il n'y a pas de problème, tranquille, c'est avec des grandes fenêtres. Mais sur ce mur-là, on aura ce mur, mais de l'autre côté, un autre mur avec peut-être un vide de 5 à 10 cm à l'intérieur, de manière à ce que la première paroi reçoit le soleil et que ce vide-là crée un espace tampon de manière à ce que celui-ci ne renvoie pas la chaleur à l'intérieur du bâtiment. Great! Ok, vous avez capté quelque chose, hein? Moi j'ai capté quelque chose. Ah ouais. Ouais, voilà. C'est fun l'architecture. Après, moi je suis architecte d'intérieur. Je suis en train de faire genre pour vous quand même. Parce qu'il y en a qui vont me guetter pour vous dire que rien et tout, hein? Je fais genre pour vous. Alors on va passer à la dernière question. En ce qui concerne l'aménagement urbain, comment les espaces publics peuvent-ils être aménagés finalement pour offrir des zones ombragées et rafraîchissantes? Parce qu'il faut se le dire,
on peut avoir de l'air, vas-y, à l'extérieur et tout, mais on peut des fois être à l'extérieur, mais ressentir une telle chaleur, surtout récemment, tu vois, avec, il fait très chaud. Comment tu expliques ça, en fait? Tu te souviens du boulevard Lumumba, la commune de Limete, à une certaine époque, il y avait le boulevard et de part et d'autre, les petits boulevards. Entre le boulevard et le petit boulevard, il y avait des parcs, il y avait des arbres. En fait, à cette époque, il y avait le côté Limete industriel et d'un autre côté, Limete résidentiel. Et ces arbres-là constituaient des puits de carbone qui aspiraient tout le CO2 qui était produit par le côté industriel. Donc, tout ce qui était pollution et tout ça était capté par ces arbres-là. Et donc, le côté résidentiel avait droit à de l'oxygène. Et voilà, finalement, ces zones ombragées que tu venais d'évoquer. Et rafraîchissantes, bien sûr. Ok, super. Mais maintenant qu'on n'est plus forcément à l'époque du boulevard Lumumba, Limete, etc. C'est à Limete, bien sûr, je ne me trompe pas. Ok. Alors, qu'est-ce que tu proposerais finalement comme solution pour qu'on arrive à avoir toujours à l'air, enfin, on va dire en 2024, ces zones ombragées et rafraîchissantes? Justement, il faudrait créer dans tous les quartiers des aires de centralité. Des parcs qui ne soient pas seulement des parcs d'attractions, mais aussi finalement ces parcs avec des végétaux où les gens peuvent se poser, à l'abri d'un arbre et prendre de l'air comme ça. Finalement, ça fait une zone commune déjà pour qui réunit les personnes du quartier, mais qui leur permet aussi d'avoir ces terres-là. Ok, une zone ombragée, j'espère. C'est une zone ombragée et ventilée. Et rafraîchissante. Voilà. Ok. Rôle dans la prévention de tels incidents. Toi, en tant qu'architecte, tu nous as parlé aussi des fissures, etc. Est-ce que c'est ça, parce que tu as parlé ça fait partie, il y a une partie de ce problème qui fait un peu partie de la team ingénieur et il y a une autre partie qui fait partie de la team architecte. Oui, alors toi, en tant qu'architecte, si je peux compléter, il y a aussi par exemple la ville ou l'État qui a sa part de responsabilité. Ça veut dire si on devait prendre le cas de mesure où c'est à cause du voisin que le bâtiment s'est effondré, ce n'est ni de la faute de l'architecte ni de la faute de l'ingénieur, mais il y a des autorisations de bâtir qui ont potentiellement été octroyées. Il y a une certaine démarche dans la conception jusqu'à la réalisation des projets d'architecture. Déjà, dans une certaine région ou dans un quartier, il y a des types de constructions qui sont prédéfinis pour tel ou tel autre endroit. Il y a une limitation d'étage par rapport aux normes. Est-ce que si c'est un quartier résidentiel, commercial? Mais il y a aussi des limites de proximité, par exemple, où dans une parcelle que tu achètes, tu dois, en fonction de la destination du projet, laisser 2,50 m au-delà entre le mur de clôture et le bâtiment que tu construis quand c'est chez le voisin. Pour certains, 6 mètres de recul entre l'entrée et tout ça là, et le début du bâtiment. Tout ça, ce sont des normes d'urbanisme que l'on vérifie lorsque vous êtes censé souscrire pour une demande d'autorisation de bâtir. Donc, après l'obtention des documents d'autorisation de bâtir, on a quand même une certaine certitude que l'État est au courant du bâtiment que vous construisez, à vérifier que les plans sont conformes aux prescriptions de l'urbanisme et aussi que la structure que les études de sol ont été réalisées et que la structure que vous proposez est bien adaptée à la charge que représente le bâtiment. Ok, ça fait très architecture quand même. Hein? Vous avez capté quelque chose? Ouais, j'ai essayé. Bon, moi j'ai capté quand même quelque chose.